de conception de transmission orale et populaire extrêmement ancienne qui divise le calendrier non pas en mois solaires mais en mois lunaires qui ne sont pas de 40 jours bien entendu, mais qui en mélangeant les lunes, les 28 jours de la lune, les temps de nouvelle lune, c'est-à-dire où il n'y a pas de lune du tout, s'approchent de 40 jours. Et ces 40 jours, relativement à la Chandeleur, correspondent à Noël, qui est la naissance de Jésus-Christ, et qui approximativement fait une différence de 40 jours. Ces 40 jours sont prolongés en avant jusqu'à l'apparition du printemps solaire, alors qu'il est le 20 mars, le 20-21 mars, et encadré par deux lunes, une lune qui, à l'heure actuelle d'ailleurs, est dans cet état-ci, c'est-à-dire qu'elle est une lune ascendante, et qui sera suivie après cette apparition, cette disparition de la lune, d'une autre lune qui est la lune de printemps, qui se situera approximativement aux environs du 10 mars et qui ensuite sera suivie d'une autre lunaison, cette lunaison qui sera après le 21 mars et qui donnera Pâques le 8 avril, parce que Pâques est caractérisé par l'apparition d'une lune, la pleine lune de printemps, qui est celle de mars, et qui donnera le 8 avril, qui est Pâques. Qu'est-ce que ça c'est? Ces rythmes de calendrier, cette année ça donne cela. D'une année sur l'autre, il y a une variation qui est précisément la durée d'une lune, c'est-à-dire qu'il peut faire que Pâques est avancé de 28 jours ou reculé de 28 jours. Mais il y a une sorte de fluctuation. Or, je ne l'invente pas, je tire cela d'un livre extrêmement intéressant de Gainebé, de Claude Gainebé, dont je vous ai parlé, qui est un anthropologue, et qui s'appelle le Carnaval. Or, tout cela, c'est organisé autour du Carnaval, qui a une signification reliant la religion. Alors, je prends la religion chrétienne, mais on pourrait trouver ça dans notre religion peut-être. La religion chrétienne, les fêtes de la religion chrétienne à celle de l'Antiquité latine et qui est aussi en relation avec l'Antiquité grecque, mais d'une façon plus lointaine. Là, c'est en relation avec l'Antiquité latine. Or, dans l'Antiquité latine, il y a des fêtes qui... le carnaval, donc vous le voyez, est quelque chose qui est à mi-chemin entre l'hiver et le printemps. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est, du point de vue des rythmes naturels, à la fin de l'hiver, entre la fin de l'hiver et le début du printemps, c'est-à-dire un rythme de rénovation et surtout un rythme qui, d'après l'interprétation de Gainebé, est lié à ce qu'il appelle la circulation des souffles, la circulation des âmes qui à la fois descendent sur la terre, les âmes des vivants, les âmes des morts, et qui remontent à un certain moment dans les lieux qui leur sont attribués, qui sont les astres.
le carnaval, c'est une fête qui se situe au moment où les âmes se répandent sur la terre et où il y a comment pourrait-on appeler cela, une présence des esprits qui se trouvent sur la terre, qui est symbolisée d'ailleurs par les lumières que l'on allume, les chandelles de la chandeleur, les crêpes que l'on fait, et toutes les cérémonies de fête qui culmineront au carnaval consistent à faire circuler ces âmes, ces souffles, et à les renvoyer dans leurs lieux électifs où elles seront pendant l'été. Il y a une grande circulation dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble du cosmos, qui fait qu'à un certain moment, les âmes descendent sur la Terre. Ça commence avec le 1er novembre, avec la fête de Halloween qui a été transformée aussi, et où le potiron représente d'une façon allégorique la descente de ces âmes de mort, et elles remontent ensuite pour aller, à partir de Pâques, occuper la Lune en particulier, qui est leur lieu d'élection. On retrouve cela d'ailleurs dans une certaine cosmologie qui est reprise, mais sans aucune allusion à cela, ni aucune précision de caractère anthropologique, chez Fourier, dans les destinées des âmes après la mort, etc., qui conçoit la société elle-même aussi comme étant en relation avec cette grande circulation des souffles qui fait parfois descendre les âmes et ensuite qui les fait remonter dans les astres, dans les planètes qu'elles occupent. Chez Fourier, c'est agrémenté d'une cosmologie fantastique, d'une sorte d'astronomie fantastique qui ne se trouve pas dans les rites et dans les pratiques réelles. Je vous signale donc cette interprétation très intéressante de Guénébé, Claude qui nous explique justement ce qu'il appelle une véritable religion carnavalesque, qui n'est pas à proprement parler liée à une religion précise, parce qu'elle traverse les religions modernes du christianisme et les fait se rejoindre avec les rites, les fêtes anciennes de ce qu'on appelle le paganisme. Alors c'est paganiste, c'est païen au sens propre du terme, dans la mesure où c'est le paganisme, c'est la religion terrestre, la religion des paysans. Donc c'est la religion paysanne, la religion traditionnelle, qui a été récupérée par la religion chrétienne, qui a été réadaptée avec différentes coutumes dans tous les pays de la religion chrétienne à partir du Bas-Empire et du début du Moyen-Âge. Elle a été parfois... Le paganisme a été parfois attaqué, parfois au contraire intégré. Il y a également une étude espagnole très intéressante sur ce sujet, sur le carnaval, mais faite à partir des Pays basques et des coutumes espagnoles par, je ne me rappelle plus comment il s'appelle Carlo Barrola, je crois. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je crois. C'est son nom, c'est Bach. Il faudrait que je cherche. C'est ça. Ça s'écrit comme ça ou inversement. Je crois que c'est ça, Barrola. Et un livre très intéressant également sur ces différentes coutumes. Tout ça pour vous expliquer pourquoi on dit à la chandeleur, l'hiver sèche vous prend vigueur, et pourquoi l'on fait des crêpes dans les pays de culture latine à la chandeleur.
Tout cela, ce sont des coutumes qui se perdent plus ou moins, mais qui sont de temps en temps ravivées, mais qui sont d'origine païenne au sens fort du terme, c'est-à-dire qui vont se rejoindre d'anciennes fêtes, en particulier des fêtes de fécondité latine qui s'appellent les Lupercales ou les Saturnales. Et explique pourquoi il y a toujours eu une liaison saturnale du nom de la planète Saturne, il y a toujours eu une liaison entre une certaine conception des astres, de leur influence sur les événements quotidiens, les événements humains, en dehors de toute astrologie particulière, de toute magie particulière, mais qui a toujours influencé à la fois les religions et les conceptions du monde, qui, comme le dit Genpei, sont accompagnées d'une sorte de religion très universelle ou de conception paysanne, païenne, traditionnelle de la circulation des souffles, de la relation des vivants et des morts, particulièrement sensible dans les pays de tradition latine. On le verra aussi en Amérique. En Amérique latine, c'est extrêmement visible et très sensible dans les cultes des morts, de tout un tas de cérémonies qui sont des fêtes et qui ne sont pas des cérémonies tragiques, mais qui sont précisément des fêtes de façon à faire circuler ces souffles. On trouverait vraisemblablement cela aussi dans d'autres formes de religion. Là, je ne parle que de la religion chrétienne et de ses traditions à travers ses livres, pour ne pas me hasarder dans un domaine que j'ignorerais, mais je pense qu'on pourrait le retrouver dans d'autres formes de religion. Tout ça, c'est un petit peu en marge de ce que je vous disais sur la mathèse. Bon, la mathèse comme on avait vu la dernière fois, est une relation entre une connaissance et une analyse des phénomènes humains et le cosmos, mais où l'on retrouve aussi la même forme d'inspiration. Bon, je vais maintenant laisser la parole à Gemmell sur la lecture et le commentaire d'un livre de Nietzsche, d'un livre de Derrida, que vous avez ici, dans la collection de poche. Autobiographie. Je vois, avant qu'il ne parte, je vois Christian Dutheil, et comme on doit faire le programme, c'est, je crois, la semaine, quand donc, la semaine prochaine, nous sommes le 9 et le 16, alors. C'est ça? Oui? Le 16. Oui, mais il y avait les vacances scolaires, donc moi j'officie le 1er mars. On a déjà noté... Ça serait après, ça ne serait pas le 16 alors? Ah non, le 16, on avait dit que ça risquait d'être qu'il n'y ait personne, parce que c'est des vacances... Ah, c'est ça, parce que le 16, on a des vacances. Voilà. Donc c'est le 1er mais alors, mars. si c'était le 1er mars, ça nous renverrait à un mois alors. Ah oui, parce qu'en fait l'autre... Non, c'est pas le 1er mars, parce que, attends. Aujourd'hui, on est le 2 février. La semaine prochaine, on est le 9. Après le 9, on est le 16. C'est ça. Le 16, après le 16, on est le 23 mars. Non, février. Février, 23 février. Oui. Le 23 février, il n'y a rien alors. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on avait évoqué, et personne n'était... Non, mais je dis ça, c'est pas... le problème des vacances c'est pour être clair. Et que ça risquait de tomber dans la deuxième quinzaine de février.
Donc on avait fait l'impasse surtout entre, il y avait le choix où je parlais aujourd'hui ou Jamel. Jamel a choisi. Il faut pouvoir établir un calendrier. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? René, on continue, on va mettre en place un calendrier, on va déléguer quelqu'un qui suit le calendrier d'une manière rigoureuse. Et oui, c'est ça, voilà. Il faudrait que ça Et soit moi, je me propose personnellement pour le calendrier. Non. Je dis non parce que tu n'es pas suffisamment sûr, étant donné que parfois, si tu es là, tu as des choses à faire. Mais avant, je travaille le jeudi, je ne peux pas venir. Aujourd'hui, il faut donc avoir quelque chose de très précis. Il y a mon email, je suis en contact permanent avec Driss, avec l'administration, et on s'organise, moi et Christian, et Claudia si elle veut, et puis notre camarade, et puis les Asiatiques, et puis les autres nationalités, pour créer une convergence rigoureuse. C'est ça. On est d'accord. Exactement. Je commence. Ou je commence pas. Bon, et bien faisons comme ça. Alors, donc, je vais programmer une petite affichette avec Christian le 1er mars. Alors, 1er mars. Alors, je prends ça s'appellera Métamorphose de Nietzsche, métamorphose du divin et de la vie. Et tu m'avais dit pourquoi la vie? J'ai dit c'est le séminaire sur la vie. Donc, voilà. Christian, vous m'envoyez. Bon, alors, c'est bon. Bonjour tout le monde ou bonsoir tout le monde. J'essaie d'être moins long après quelques analyses et commentaires concernant les présentations précédentes où j'ai essayé de faire la lumière sur l'impensé de Derrida avec voyou. Après voyou, c'était le spectre de Marx. Et à un certain moment, j'ai trouvé l'occasion de ramener un grand révolutionnaire qui a le même âge que René. Et on a animé ce séminaire avec des guerres, avec un petit peu de bagarre. Des polémiques un peu rudes, ce qui fait le charme d'un séminaire qui se doit le respect. Aujourd'hui, on est le 2 et je vais vous parler sur l'esprit d'une pédagogie nietzschéiste. Comme vous le savez, avant tout commentaire, je signe un acte de naissance d'une pensée avant l'événement. Mais un événement est toujours une création et une procréation d'une pensée qui ne pense pas encore. Une autobiographie comme acte de vie, de réflexion, s'intègre dans un sol de l'existence. Ce livre se compose de 4 parties. Une partie historique sur le bicentenaire de la Révolution américaine, 1776, et on est en 1976. On est dans un espace universitaire et on se pose la question, où va l'université? Et c'est quoi une université? C'est quoi l'institution? La relation entre l'institution et l'université pose un problème, je dirais, pose un problème cardinal par rapport à la pensée nietzschéiste, vu que l'invitation et l'honneur de Jacques Derrida en Amérique est plus valorisée que chez lui. Une anecdote et une réalité, c'est que quand je promenais, il y a des années de ça avec Jacques Derrida dans les manifestations pour soutenir le peuple algérien, aucun journaliste n'avait voulu approcher Derrida parce qu'on ne le connaît pas. Mais aux États-Unis, ces livres se vendent comme des petits pains. Une fois Derrida il est à Baltimore ou à Yale, tout ça, il y a un monde fou. C'est comme le spectacle spectral de Badiou. Quand il va dans une université américaine, il y a toujours des centaines. Alors, il y a une déterritorialisation de la pensée derridienne et deleuzienne et de ce département qui se fait d'une manière permanente. Un simple exemple, c'est que
La semaine prochaine, je pars à Londres pour parler sur l'être univoque de Deleuze, mais pas en France. Il ne m'invite pas en France, mais bon. Mais il m'invite, c'est à l'université de Goldschmidt en Angleterre. Pour vous dire que la pensée de Paris 8 est toujours vivante et vivace. Alors, la première partie de ce livre se situe au niveau du sens universel d'une déclaration de l'indépendance. Je vous demande de bien m'excuser pour le commentaire que je suis censé prononcer dans un espace de l'université de Paris 8, avec mon nom qui n'est pas signé. Une sorte de libération pour une pensée et un acte juridico-politique, ou les deux à la fois, sans oublier l'économique, qui demeure dans sa demeure absolue un axe cardinal de deux commentaires. C'est une conférence qui a été prononcée à l'université de Virginie, Charlottesville, où Derrida a été invité pour la commémoration de l'acte de naissance d'une constitution, d'une institution, d'un État, des États, dans un cadre, disons, typiquement universitaire. Je tente dans cette présentation et représentation de voir dans la problématique critique de speech, les actions de parole. Qu'est-ce que c'est l'action de parole? Ça veut dire que quand il y a une invitation d'un universitaire de talent comme Derrida, il y a la parole, et cette parole, elle est nietzschéenne et heideggerienne. Pourquoi? C'est dans le langage qu'il y a notre demeure, et dans le langage qu'il y a la demeure aussi de l'être. Enfin, comme disait Jacques Derrida, il conclut dans un sens, Nietzsche a écrit ce qu'il a écrit, il a écrit que l'écriture est d'abord la sienne, n'est pas originellement associée au logos et à la vérité, donc pas à la métaphysique. Une théorie de l'écriture performative de la signature d'un contrat. Dans cette fête universitaire de Virginie qui fête l'événement que d'autres événements, c'est une sorte de célébration. C'est un acte qui refuse le discours. Il performe, disons-le avec ou sans les guillemets. Il accomplit. C'est une déclaration qui font une institution, une constitution, un État. Mais tout ça requiert une signature, comme un acte de langage et d'écriture. Ça veut dire que l'écriture et la signature font date. C'est la date qui signe. Je signe le, j'approuve le. C'est dans un espace événementiel qu'on commémore un anniversaire. Mais aussi doit garder en lui une signature comme une performance. Ce que je dois garder en lui, la signature qui est derrière cet acte de déclaration. C'est l'exemple d'un journaliste. C'est l'exemple d'un journaliste qui a été mandaté par une autorité occulte pour écrire la Constitution américaine. C'est un journaliste qui s'appelle Jefferson. C'est Jefferson qui a été appelé à créer, si vous voulez, un pouvoir suprême. Un pouvoir suprême qui constitue un État, qui constitue un système. C'est qu'à partir de cet acte de constitution, le peuple devient souverain. À partir du moment qu'il devient souverain, ça veut dire qu'avant, il n'était pas souverain. Tout l'enjeu est là. C'est qu'une constitution légitime la volonté populaire à partir d'une codification juridico-politique. Et c'est à Jefferson que cet honneur a été délégué pour rédiger la Constitution américaine. Et comme on sait pertinemment que la Constitution américaine est cooptée par la pensée, disons, de Montesquieu dans l'esprit de la loi. Et à partir de cet anniversaire que Derrida essaie d'intégrer l'esprit nietzschéen dans l'aspect pédagogique et institutionnel qu'on va le voir. Rédacteur d'un projet de déclaration. Il représente les représentants. Ça veut dire qu'il est appelé à représenter le représentant à partir de quoi? À partir d'une constitution. Cette représentation, c'est cet acte de rédaction de Jefferson qui prend acte.
il soumet à cette déclaration. Alors, mais pour faire une déclaration, une constitution pour l'avenir d'un peuple, d'une nation, où je dirais toujours que l'Amérique, pour moi, c'est un continent, parce qu'il y a d'innombrables États, il fait une synthèse de la manière suivante. Alors, representative of the United States of America in General Conference Assembly, c'est-à-dire dans le Congrès, l'acte en lui-même doit être représenté dans le Congrès qui est censé représenter le peuple américain. Ces représentants ont le droit de revoir, corriger, de ratifier le projet de la déclaration. C'est des examinateurs. Ça veut dire que Jefferson écrit la Constitution, il va la soumettre au Congrès, et le Congrès va faire des amendements, et à partir du moment où on est d'accord dans le Congrès, on essaie de codifier une Constitution. Mais codifier cette Constitution, dans quelles circonstances on peut la codifier, et sur quelle base on peut la codifier, et quelle est la nature de son contenu. Alors, dans la théorie du droit, la signature et le signataire et le peuple. C'est ça la théorie du droit. Disons le droit dans la théorie de l'état de nature, ou le contrat social. L'immanence d'un contrat social avec une fabrication entre Hobbes, Locke et Rousseau donne le droit au peuple de voir et de revoir et de corriger la Constitution. Mais on n'a rien demandé au peuple. On a demandé aux représentants du peuple. La preuve qu'en Amérique, le vote pour les élections ne sont pas universels. Il n'y a pas le suffrage universel. Il y a un système bipartisme et qui, à partir de cette fabrication, disons, du simulacre, crée, si vous voulez, un personnage qui va être appelé à diriger cette nation. Alors que le peuple n'existe pas. Il n'existe pas avant cette déclaration en tant que sujet libre et indépendant, en tant que signataire du possible. C'est là où le jeu, c'est-à-dire que quand le peuple est représenté, ça veut dire qu'il a une représentation. Et cette représentation est légitimée par sa volonté. Mais avant, le peuple, il était où? Est-ce que c'était dans l'état de nature? Je ne pense pas, parce que l'état de nature, c'est une sorte disons, d'un système réflexif qui intègre, si vous voulez, un espace, disons, historique. Cela dit, on est d'accord avec l'état de nature ou pas, le problème ne se pose pas. C'est qu'à partir de 1776, le peuple américain a eu cette constitution. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas libre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas libre. Il n'avait pas des représentants. La signature invente le signataire. Celui ne peut pas autoriser à signer qu'une fois parvenu au bout de sa signature. Cette signature l'autorise à signer. Une signature se donne le nom, un crédit, son propre titre. Voilà le bon peuple qui s'engage, il s'engage en lui-même en signant. Alors, quand il y a une constitution, on la respecte. Et quand il n'y a pas une constitution, on respecte aussi. Tout le problème, c'est que comment peut-on intégrer dans un espace vide une constitution qui va aliéner les gens à réfléchir d'une manière univoque par rapport à l'ensemble de la nation. Et tout le problème de Derrida est d'intégrer l'espace nietzschéen dans la dynamique d'une institution. En faisant signer sa propre déclaration, le nous et la déclaration par eux, nom du peuple. Et le peuple n'existe pas. Il n'existe pas avant cette déclaration, pas comme une signature invente le signataire. C'est ainsi qu'il faut lire La folie du jour de Maurice Blanchot. C'est à partir de là, on peut comprendre le jeu, disons, une sorte de métaphysique par rapport à cette déclaration. Il faut dissoudre le lien de paternité et de maternité coloniale. C'est-à-dire que c'est les colons qui sont venus occuper l'Amérique. C'est ça. Ça veut dire que ces colons-là doivent créer leur propre constitution pour créer l'État. Mais en même temps, c'est des colonisateurs. Quelle est leur légitimité
dans la constitution d'un État, d'une nation, d'une constitution. Et c'est sur cette base-là que Derrida pose la question, quelle est la nature de ce peuple qui a signé cette signature d'un acte de naissance, d'une constitution et d'une nation. Quand le peuple signe et co-signe des déclarations, toute la question est de savoir la source de la légitimité de ces signatures. Alors que la Constitution stipule que le peuple trouve sa source de légitimité des droits dans les droits naturels. C'est une identité saignante. Il signe au nom de la loi naturelle et du même coup au nom de Dieu, créature de la nature. Si Dieu, qui est le créateur de la nature, est le juste et qui est le juste suprême, on peut entendre cette déclaration comme un véritable acte de foi, comme une hypocrisie indispensable et un coup de force politico-militaire économique. Mais ce n'est pas très clair tout ça. J'ai horreur de parler ou de choses que je ne connais pas. Ça, d'entendre parler de choses que je ne connais pas et d'entendre parler de choses que je ne comprends pas du tout. Je dois dire que je ne comprends rigoureusement pas la signification du texte de Derrida au début, qu'est-ce qu'il veut dire. Et pourquoi il relie cette constitution américaine à Ecce Homo de Nietzsche. Et ça me semble deux choses qui sont cousues un peu de fil blanc, ou qui est un peu tirées par les cheveux. Je ne connais pas du tout la Constitution américaine ni la façon dont elle s'est tenue. Je devrais mieux connaître la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution de 91. Je dois dire que n'étant pas historien, il faudrait se référer à ce moment-là aux historiens. Donc, ce qui est plus clair, peut-être, c'est ce qui est dit à propos de Nietzsche sur cette façon qui a été reprise par Deleuze, d'ailleurs dans un texte aussi qui n'est pas non plus d'une clarté absolument extraordinaire, qui est à la fin de la lettre qu'il a écrite à Michel Cressol, et qui est une lettre qui a été publiée, et qui dit « parler en son propre nom, penser par soi-même, penser en son propre nom », où il dit que chez Nietzsche, justement, il y a cette possibilité non pas d'interpréter Nietzsche, mais de se laisser envahir par lui, pénétrer par lui, qui est aussi quelque chose d'assez bizarre, puisque, en définitive, Ecce Homo est un texte qui est construit comme étant une exposition de la pensée de Nietzsche, de l'appropriation par Nietzsche de sa propre pensée, mais de façon qui est également assez équivoque, parce que c'est sous différentes... La seule chose que l'on puisse dire, c'est que la pensée de Nietzsche est toujours signée par Nietzsche. C'est un peu ce que veut dire Derrida ici. Elle est prise en charge, signée par Nietzsche, mais un Nietzsche dont on ne sait pas très bien qui il est, parce qu'il s'affirme comme Dionysos, il s'affirme comme quelque chose d'autre qu'il n'est lui-même, et la seule possibilité de la connaissance de ce qu'est Nietzsche, on l'a précisément à travers ces actes d'affirmation, ces actes qu'on appelle dans le langage linguistique des actes de langage, précisément, des actes performatifs ou illocutoires, c'est-à-dire qu'en même temps que l'on déclare quelque chose, on fonde ce que l'on déclare, un peu à la manière de l'exemple routinier quand on dit « la séance est ouverte », la parole qui constate que la séance est ouverte est en même temps celle qui l'ouvre. Or, c'est un peu ce que commente Derrida, là. Qu'est-ce que c'est que ces actes de parole qui sont en même temps créateurs de ce dont ils parlent.
Or, dans l'Exe Homo de Nietzsche, qui est un livre intéressant, assez extravagant d'ailleurs, où il expose, qui est une sorte d'affirmation que l'on pourrait appeler au sens propre du terme exacerbée, pour ne pas dire délirante, de l'excellence, de la force de ces livres. C'est quelque chose qui est très saisissant, mais qui crée la chose dont on parle en même temps qu'il en parle. Donc c'est une sorte d'exercice qui est en même temps celui de l'exposition de soi, mais la création de soi à partir de ce qu'il expose. C'est un peu ce que je vois dans le texte de Derrida. Mais il vaudrait mieux peut-être s'en tenir, parce que là, je dois dire que je ne me lancerai pas dans une interprétation de Jefferson et des droits de la déclaration des droits et de la déclaration d'indépendance américaine, parce que là, c'est entièrement le droit de Derrida de dire ce qu'il a dit. Mais quelqu'un qui parle sur Derrida ne peut pas se le permettre, parce que il faudrait qu'il connaisse très bien cette déclaration, les circonstances. Derrida peut fort bien dire je ne vais pas exposer ces circonstances, mais celui qui commande Derrida n'a pas le droit de le faire. Il doit connaître parfaitement l'histoire de la déclaration américaine et pouvoir remettre en place ce que dit Derrida, qui sinon est intéressant parce que c'est lui qui l'a écrit, mais est complètement inintelligible. Donc je préférerais que l'on passe à quelque chose qui est, puisqu'on l'a sous les yeux, ce livre de Exe Homo de Nietzsche, et que l'on a également la façon dont Derrida en parle, qui serait beaucoup plus clair. Exe Homo, mais il faudrait présenter un peu qu'est-ce que c'est que ce livre Exe Homo, qui est qui fait partie d'une trilogie où il y a le crépuscule des idoles, où il y a qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a Exe Homo, il y a l'Antéchrist. L'Antéchrist, ça fait partie de cet ensemble. C'est dans les derniers textes publiés de Nietzsche, et dans lesquels il prend avec une très grande violence, une fermeté extrêmement tout à fait extraordinaire. Il expose une partie tout au moins de sa pensée d'une façon plus affirmative qu'il ne l'avait jamais fait dans ses autres livres. C'est pourquoi je me raconte, dit-il, ma vie à moi-même. En ce jour parfait où tout arrive à maturité, il n'est pas tellement vieux, d'ailleurs, je ne sais pas quel âge il a à ce moment-là, il a une cinquantaine d'années. Il a 44 ans, c'est le midi de ça. Donc il n'est pas vieux, il est assez jeune. En ce jour parfait où tout arrive à maturité, où le raisin n'est pas seul à brunir. Bon, ce n'est pas en vain que j'ai enterré aujourd'hui ma 44e année, donc il n'est pas bien vieux, car j'avais le droit de l'enterrer. Ce qui en elle était viable a pu être sauvé, est devenu immortel. Le premier livre de la transmutation de toutes les valeurs, qui est un livre qu'il n'a jamais écrit, mais qui, tel que ses textes le montrent, est un autre nom de ce qu'il voulait faire également sous le titre qu'il n'a jamais non plus écrit, dont il n'a jamais écrit le livre, si l'on peut dire la volonté de puissance, que l'on trouve dans les manuscrits. Le premier livre de la transmutation de toutes les valeurs, les chants de Zarathustra, le crépuscule des idoles qui a été écrit. Zarathustra a été écrit non pas sous le titre des chants de Zarathustra, mais sous le titre de Zarathustra. Ma tentative de philosophie à coups de marteau, tout cela, ce sont des cadeaux que m'a fait cette année et même le dernier trimestre de cette année. Pourquoi ne serais-je pas reconnaissant à ma vie tout entière? C'est pourquoi je me raconte ma vie à moi-même. Et alors c'est constitué avec ces formulations que l'on peut appeler, je
ne sais pas quel est le mot, mais je crois que le mot de délirante est parfaitement justifié. Pourquoi je suis si sage? Pourquoi je suis si malin? Pourquoi j'écris de si bons livres où il revoit à partir de là l'ensemble de ces livres écrits, l'origine de la tragédie ou la naissance de la tragédie, les considérations inactuelles dont on avait vu qui sont ses premières œuvres, humain trop humain. Donc c'est un livre qui est une sorte de résumé et d'exposition de ce qu'il a fait, le gai savoir, Gaia Scientia, ainsi parlait Zarathustra. Oui, c'est ça, il le cite dans sa préface sous le titre « Les chants de Zarathustra ». Donc c'est parce qu'il n'était pas très sûr des titres. Généalogie de la morale, donc l'ensemble de sa vie, Crépuscule des idoles, le cas Wagner, qui est le livre comment pourrait-on dire, de retour contre Wagner, qu'il avait encensé dans les considérations intempestives, mais devant la xénophobie, l'antisémitisme, l'adoption des grands thèmes mystiques allemands, il se retourne contre Wagner dans le cas Wagner. Pourquoi je suis une fatalité? C'est ça. Ce livre est construit autour de ces pourquoi. Pourquoi je suis si sage? Pourquoi je suis si malin? Pourquoi j'écris de si bons livres? Qu'on peut considérer comme des affirmations à la fois fantastiques et délirantes, si on les prenait dans le sens d'une simple et pure glorification de soi, mais qui sont quelque chose dont la force va au-delà, incontestablement, de cette sorte de pur auto-encensement qui serait à la limite insupportable si on le prenait, comme on dit, au premier degré. C'est-à-dire qu'il faut voir à travers cela quelque chose d'autre et commenter, interpréter, savoir ce que cela peut signifier. Et justement, qu'est-ce que c'est que ce mot à Nietzsche qui, à travers cela, va se manifester, puisque de toute façon, ce n'est pas... c'est aussi l'ensemble des identifications qu'il procède là-dedans, en particulier celle de Dionysos, Dionysos contre le crucifié, qui justifie cette position qu'il adopte dans Exe Homo, qui est une formule utilisée dans le langage chrétien, la présentation. C'est la présentation de Jésus-Christ à la foule, une fois qu'il a été pris, et une fois qu'on va le condamner à mort, et où ces juges le portent devant le tribunal de la foule, en disant « voici l'homme ». Bon, voici l'homme, et il s'expose donc, en fait comme une sorte lui-même de crucifié, tout en disant Dionysos contre le crucifié. Il y a une quantité de problèmes très épineux qui se posent effectivement à la lecture de ce livre. Pourquoi je suis une fatalité, qui est la dernière présentation dans Exe Homo. Je m'excuse d'avoir fait cette description, parce que c'est peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas présent à l'esprit la composition de ce livre et sa signification. Donc il faut voir qu'est-ce que c'est ce dont on va parler, partiellement d'ailleurs, parce que comme tout ce que fait Derrida, il parle d'un livre, mais il en prend une toute petite miette, et il creuse là-dedans, ce qui est la qualité de son analyse d'ailleurs, mais là-dedans il organise autour de cette notion, qui n'y est pas tellement d'ailleurs, la notion de signature dans Exe Homo, mais enfin il organise son analyse autour de ça. Je te laisse la parole. Je veux parler oui. Parce qu'il me semble que Jamel voulait dire quelque chose de ponctuel sur la Constitution américaine. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas encadré au niveau juridique, il aurait dû
faire la différence constitutionnelle, la France n'a pas les mêmes institutions que les Anglais, etc. Bon, ça c'est un autre problème, mais au moins le laisser parler de ce qu'il proposait, si possible, avant de continuer, parce que moi je ne comprends pas finalement qu'est-ce que je vais écouter maintenant. Donc, si on passe à une autre chose, Claudia, je ne sais pas pourquoi. Claudia, c'est bon. Je te remercie de cette intervention. Bon. Parce qu'au moins te laisser dire deux ou trois choses. Je continue parce que René m'a interrompu, vu que... Attendez, parlez d'une façon intelligible. L'intelligibilité est extrêmement désagréable. C'est très pénible. Donc oui, que ça soit intelligible. Au moins le laisser... Tu vois, postuler ce qu'il proposait. La première partie, c'était une introduction concernant la Constitution et la formation de l'État des États-Unis. La deuxième partie, il rentre dans le vif du sujet à partir de la pensée de Nietzsche. Une philosophie de la vie a toujours son logement. Il rentre dans la pensée de Nietzsche et le rôle des institutions scolaires dans la formation de oui, mais pour être clair pour les gens, même pour n'importe qui, il faut voir de quoi il s'agit. Là, il faut voir de quoi, déjà pour comprendre de quoi il s'agit dans ce livre de Derrida, c'est extrêmement difficile. Je ne comprends pas du tout ce qu'il veut dire précisément. Tandis que chez Nietzsche, on comprend bien ce dont il s'agit. Mais il faut donc exposer les deux à la fois, ce qui n'est pas tellement facile, mais il faut tâcher de le faire. En fait, la question centrale, c'est la référence de Derrida et à la fois Derrida. La question de Derrida, c'est quelle est la légitimité du signataire. Il y a ce type d'orthographie qui est très important, l'invention du lecteur. Donc ce qu'il nous propose, Derrida, pour parler clairement, il veut casser, mais ça c'est toujours, c'est le côté des constructeurs, il veut casser une histoire de la philosophie ou du droit, etc., classique, à banalisme, pour proposer son autobiographie, c'est-à-dire qu'il pose la question moderne qui est très intéressante de la perversion de la pensée de Nietzsche à travers les nazis, c'est-à-dire la manière dont a été récupéré Nietzsche. Et il dit en fait, moi, je suis bon lecteur, mais on ne peut pas dire ce qu'aurait pensé ou dit Nietzsche à l'instant du nazisme, c'est-à-dire dans les années 1930. C'est impossible. Alors, en revanche, on peut jouer avec son texte. C'est ce qu'il va faire. Il va proposer, ce qui veut dire, en ouvrant les guillemets, son compromis. Son compromis. Et donc, il va jouer, interpréter avec ce texte sa question. C'est ce qu'il appelle la stratégie du dérobement. Voilà. Et qui n'a rien à voir tout à fait, d'ailleurs, avec celle de la déconstruction, terme galvaudé, mal compris, qui est horriblement complexe d'ailleurs. Il y a une définition d'ailleurs que Jean-Luc Nancy, que j'ai noté là dans son livre La déclosion, paru chez Galilée en 2005, qui dit « Déconstruire signifie démontrer, désassembler, donner du jeu à l'assemblage pour laisser jouer entre les pièces cet assemblage une possibilité d'où il procède, mais qui en tant qu'assemblage il recouvre. » Bon, définition de Nancy qui est loin d'être facile à comprendre, mais qui montre que l'orthographie, au sens où Derrida l'entend, est emblématique quant à la façon de donner du jeu à l'assemblage. Et ça, j'ouvre les guillemets, c'est-à-dire, ça suppose en amont un coup de force, et là Derrida le dit, coup de force et de vie, par rapport aux techniques antérieures verrouillées de l'analyse ou de l'académisme ambiant. Alors, il va essayer de s'appuyer sur l'expérience de Nietzsche. C'est-à-dire, Nietzsche, pour lui, est celui qui engage sa vie et son nom dans ses écrits. C'est-à-dire, au fond, la difficulté dans l'histoire de la philosophie, c'est de se dire, au fond, il y a beaucoup de philosophes qui disent on n'a pas besoin de connaître la vie de l'auteur, on va analyser ses textes. Et Derrida a dit non. On va, au fond, essayer de voir qu'il y a deux langues aussi. Quand on voit le texte de près, là, Nietzsche dit, au fond, pour comprendre, il y a la langue de la mère, qui est la langue maternelle, vivante, et il y a la langue du père, qui est la langue du latin, langue morte, qui est celle de l'État et du droit. Et là, on tombe sur ton texte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, pour essayer un peu
Géomel faire son exposé, ensuite on reviendra. Mais je voulais simplement souligner ceci, c'est que Derrida, sauf à un certain moment où il va entrer dans des considérations sur la signification de la poétique de Nietzsche, au fond ne prend que des toutes petites choses pour s'accrocher dans le texte d'Accès Homo, c'est-à-dire donc c'est assez difficile, il détache uniquement cette idée de signature qui n'est pas tellement présente d'ailleurs dans le texte de Nietzsche. Et également ce mot d'oreille, par exemple. Pourquoi détache-t-il ce mot d'oreille qui au fond n'est pas présent dans Exe Homo? Autobiographie, qu'est-ce que ça veut dire autobiographie? Auto, c'est OTO. OTO, ça a un rapport avec l'oreille, l'audition, l'acoustique. Donc ça serait une autobiographie, est-ce que ça serait une biographie? Il veut bien faire une biographie, Nietzsche, puisqu'il le dit explicitement. C'est pourquoi je me raconte ma vie à moi-même. Est-ce qu'il le fait par l'oreille? Pourquoi Derrida détache-t-il l'oreille? Il le met au début. Il cite un passage dans un texte qui s'appelle, je ne sais pas où il est, De la rédemption. Traduction Maurice de Gandillac. Et c'est le texte de Nietzsche, et lorsque je sortis de ma solitude, mais il n'est pas dans Exe Homo, ce texte. Après, il va dans la préface d'Accès Homo. C'est ça. Et lorsque juste une seconde, excuse-moi. Et lorsque je sortis de ma solitude, c'est de Nietzsche. Et sur ce pont, pour la première fois passé, quel est ce pont d'ailleurs? Est-ce que c'est un pont réel ou un pont métaphorique? Je regardais, c'est Zarathustra peut-être. Oui, c'est ça, puisque l'homme est un pont. Je ne sais pas d'où c'est tiré. C'est tiré de Zarathustra. Et lorsque je sortis de ma solitude, et sur ce pont pour la première fois passé, alors je n'en crus pas mes yeux, regardez, et de nouveau regardez, et finalement, je dis, oui, c'est Zarathustra, voilà une oreille aussi grande qu'un homme. Mieux encore, regardez, et sous l'oreille, il y a, vous remarquerez un peu justement le style volontairement archaïque, fabriqué de façon archaïque dans ce texte poème. Mieux encore, regardez, et sous l'oreille, remuez encore, en fait, chose pitoyablement petite et souffreteuse et débile. Et en vérité, l'immense oreille tenait sur une petite et frêle tige. Mais cette tige était un homme. La loupe à l'œil, on pouvait même reconnaître encore un visage minuscule et envieux, et qu'à la tige pendait aussi une âme minuscule, mais pour souffler. Or, le peuple me dit que cette grande oreille n'était pas seulement un homme, qu'elle était un grand homme, un génie. Mais jamais je ne crus le peuple dans son discours sur les grands hommes et continuais de croire qu'il s'agit bien d'un estropié à rebours qui de tout a trop peu et d'une seule chose a trop. Donc c'est Zarathustra. Lorsque Zarathustra, de la sorte, eut au bossu parlé, toujours l'archaïsme de ce poème, et à ceux dont il était la bouche et le porte-parole, lors se tourna vers ses disciples, profondément découragé, et dit: « Oh mes amis, en vérité, parmi
les hommes de chemin, je chemine comme parmi des fragments et des morceaux d'hommes. Alors c'est là-dessus que, sur cette oreille, que greffe Derrida son autobiographie, à condition que l'on comprenne très exactement quelle est la signification de cette oreille dans le Zarathustra. Et c'est ça. Deuxième partie, j'essaie de ne pas compromettre les interventions des uns et des autres afin de stabiliser une incompréhension de la part des uns et des autres, et je reste serein sur la continuité du séminaire et de mon intervention concernant le sous-entendu d'un acte qui vient comme ça. Mais bon, cela dit, c'est dans la pensée qui ne pense pas encore de Derrida que toute la question elle est là, la déconstruction, la représentativité du représentant dans la pensée occidentale est liée à la pensée de Derrida, qu'il soit nietzschéiste ou qu'il soit heideggerien. Sur cette base-là qu'on trouve des difficultés à intégrer dans le sens absolu de la pensée de Derrida. Mais j'essaie d'être le plus clair possible concernant mon intervention, concernant cette idée de l'institution scolaire, d'une part, et surtout la vie dans la pensée de Derrida, et quel est le rôle du philosophe, dans la transmission d'un savoir. Or, le nom de Nietzsche peut être aujourd'hui pour nous, en Occident, le nom qui fut le seul, et peut-être d'une autre manière que Kierkegaard, qui traite la philosophie de la vie. Ça veut dire que l'institution scolaire est liée à la construction de cette vie philosophale, le traité de la vie. La philosophie et la science et la philosophie de la vie, avec son nom. Il met en jeu son nom, ses noms et les biographes, pour lui et pour Sylvie. Alors, le plus important dans cette intégration, c'est que Nietzsche, quand il envoie des fleurs à lui-même, on dirait qu'il s'installe dans un espace ambivalent. En même temps, il dit pourquoi je suis sage, dans le Isho Homo Facilant, pourquoi pourquoi j'écris des bons livres. Il pose une question de langue, comme disait Christian, c'est que comme il perd son père, il perd la langue de son père. Et la langue maternelle, c'est le latin. Maternelle, ça veut dire que de cette maternité, il n'a plus de sens. Sauf que la mère, elle est maltraitante. Et comme elle est maltraitante, c'est elle qui va enterrer son fils. Elle va enterrer le petit frère de Nietzsche et Frédéric avec lui-même. Et c'est là où il avait le flair, Nietzsche, il avait le flair que l'anniversaire de son 44e année de sa naissance, il cherche l'éternel retour dans ce corpus de Isho Homo. Ça veut dire quand il écrit Isho Homo, c'est qu'en même temps il est jeune, mais en même temps il est enterré. Il parle avec lui comme quoi il est mort. Et là, l'originalité de ce livre, René, c'est que Derrida avait découvert, je pense que c'est ça l'idée cardinale de ce livre, c'est que Nietzsche communique avec la mort. Comment il communique avec la mort? Il communique avec la mort par le biais de la science. Mais il n'y a pas une science de la mort. Il utilise deux concepts. Le premier concept, la thanatologie. La thanatologie n'est qu'une science. La thanatologie
et la thanatographique. J'explique les mots et les deux concepts. Et c'est là qu'on va comprendre quel est le but de ce livre qui cherche pas une, si vous voulez,